Merci Thibaut. Donc, merci de m'avoir invité. Donc, d'abord, la Suisse à Bordeaux, ça paraît bizarre, mais nous en Suisse, on n'est pas seulement connus pour des montres, le fromage, le chocolat, qu'on trie bien nos déchets ou qu'on a des vaches, ou quelques personnages un peu plus ou moins célèbres, mais en effet, on a du vin. Et on a aussi une vignoble et voire un centre de recherche qui se trouve entre Genève et Lausanne. Et malheureusement, on a aussi des aléas climatiques, comme on voit ici, des problèmes de gel en vallée, comme on a eu un peu dans toutes les régions viticoles. Donc nous, dans cette présentation, c'est bon, dans cette présentation, je vais me focaliser sur l'effet du gel ou la physiologie de la fertilité et l'impact du gel sur le rendement de l'année prochaine. Donc là, c'est notre exemple ici à Ribera del Duero. Donc ça, c'était en été. Et là, on voit que la vigne paraît très verte et tout, il y a des feuilles. Mais si on regarde précisément, il n'y avait pas de grappe du tout, puisqu'il y avait du gel. Donc, ce n'était pas le bourgeon primaire qui a débourré après le gel. Donc, ça a bien fait des feuilles, une surface foliaire pour la photosynthèse, mais ça n'a pas donné du récolte. Donc, maintenant, on va regarder ça d'une façon un peu plus systématique. Donc, notre rendement, comment c'est constitué? Donc, on peut dire qu'on a à peu près 10% de rendement qui est dû à la variation de poids de baies. On a à peu près 30% qui est déterminé par le nombre de baies. Et on a environ 60% de variation dans le rendement qui est grâce au nombre de grappes. Et maintenant, il faut savoir, dans la vigne comme plante pérenne, ces deux déterminantes, ils sont déterminés dans l'année courante, alors que celle-là, ça, c'était déjà de l'année dernière. Donc qu'est-ce que va impacter notre poids de baie? C'est principalement donc notre développement du fruit que vous avez ici avec une plante modèle, donc de la florescence jusqu'à la maturité avec les courbes classiques. Donc là, c'est principalement le climat, donc le stress hydrique, la chaleur qui impacte le développement du fruit, alors que notre poids de baie. Le nombre de baies, quand elle est impactée, c'est aussi dans l'année courante, donc cette année, on va dire, et c'est sur deux phases. Donc, c'est déjà au moment avant le débourrement, où il y a une différenciation de bourgeons, des boutons floraux dans le bourgeon latente. Et il y a une deuxième phase, c'est autour de la floraison, vous savez bien, et c'est là où on a notamment le climat, encore une fois, donc le stress hydrique, la température qui impacte la florescence, mais aussi la différenciation de boutons floraux dans le bourgeon. Et maintenant, le nombre de grappes, ça c'était déterminé déjà l'année d'avant. Et là, on parle de la fertilité des bourgeons, donc le nombre d'inflorescences de futures grappes qui sont initiées dans le bourgeon l'année d'avant. Et cela dépend une fois le génotype, donc le cépage, mais aussi beaucoup de facteurs environnementaux et donc abiotiques. Donc d'abord, on va regarder les différentes phases du bourgeon. Donc comme a dit Guillaume, il faut placer les différentes phases de dormance dans l'année. Donc ici, vous avez le mois dans l'année et vous avez votre bourgeon de l'année dernière. Donc à l'issue de l'hiver, donc on va dire novembre-décembre, il est dans une phase qu'on appelle la dormance, la vraie dormance. Et cette dormance-là, on voit le bourgeon, donc là c'est une coupe longitudinale, n'est pas connecté à votre sève. Et pour lever cette dormance-là, il faut du froid. Donc on parle d'une semaine à moins 10 degrés, ça suffit normalement pour lever cette dormance hivernale. Ensuite, donc, on voit qu'il y a une connexion entre les vaisseaux conducteurs et le bourgeon. Donc, cette dormance est levée, mais le bourgeon ne débourre pas
puisqu'il fait trop froid. Donc, il faut qu'il accumule un certain nombre de degrés jour pour qu'il puisse débourrer. Donc là, on parle du post-dormance qu'a déjà évoqué Guillaume. Il s'appelait différemment, mais c'est toujours un peu les mots qui changent un tout petit peu, mais l'idée, c'est la même. Et ensuite, cette bourgeon-là, il va débourrer. Et à partir du débourrement, il y a déjà des nouveaux bourgeons qui vont être initiés pour l'année suivante. Donc, dès le débourrement, ou on va dire 2-3 semaines après, il y a des nouveaux bourgeons qui se forment et qui s'organisent en fait pendant toute l'année. Et là, ces bourgeons-là, ils sont dans une phase de pré-dormance. Ils sont potentiellement capables de débourrer. Comme on voit ici, il y a une connexion entre le vaisseau conducteur et le bourgeon, mais ils sont inhibés, le débourrement, par des hormones de l'apex, donc de méristème, comme on a évoqué Guillaume. Et donc ensuite, cette prédormance, donc c'est presque tout l'été, les bourgeons pour l'année prochaine, ils sont dans une phase de prédormance, et ensuite, ils entrent dans la prédormance qui nécessite du froid pour être levé pour l'année suivante. Donc ça, c'est le cycle de nos bourgeons. Ici, c'était juste un exemple parce que c'est toujours très illustratif de la prédormance. Donc ici, vous voyez une vigne qui est, donc c'est en plein été. Et pour des questions de recherche, on a eu besoin des grappes. Donc on a enlevé toutes les extrémités, toutes les apex. Et le bourgeon pour l'année prochaine, il peut débourrer. En fait, c'est pour montrer cette phase de prédormance. Donc si vous allez dans la vigne en août ou en juillet, vous enlevez toutes les méristèmes. Vos bourgeons pour l'année prochaine, ils vont débourrer. OK. Maintenant, on revient au bourgeon latent. Donc, le bourgeon latent, comment il est constitué? Donc, ça, c'est encore une fois une coupe longitudinale de votre bourgeon. Et vous avez deux à trois types de bourgeons. Vous avez votre bourgeon primaire, secondaire et tertiaire. Et normalement, dans une situation classique, vous avez votre bourgeon primaire qui débourre et votre bourgeon secondaire qui débourre seulement s'il y a beaucoup de vigueur ou s'il y a des aléas climatiques, donc de la grêle, etc., qui font que le premier bourgeon ne débourre pas ou meurt. Et donc, qu'est-ce qu'on peut dire sur la fertilité? On voit que notre bourgeon primaire, il est beaucoup plus fertile. Il a de 1 à 3 grappes ou inflorescences par rameau. Et le bourgeon secondaire, il est normalement pas très fertile. On parle d'un dixième de la fertilité à peu près selon les conditions climatiques et cépage. Donc, il est beaucoup moins fertile. Maintenant, si on regarde un peu plus en détail dans l'anatomie du bourgeon, donc ici, vous avez votre bourgeon et on zoome là-dedans. On voit en fait déjà jusqu'à 10 ou 12 nœuds de l'année prochaine qui sont préinitiés dans le bourgeon. Donc, pour faire un zoom là-dessus, pour schématiser, donc ici, vous avez déjà les futurs entre-nœuds dans votre vigne. Donc, ça, c'est le bourgeon de l'année d'avant. Et vous avez aussi ce qu'on appelle les ébauches des inflorescences, donc les futures inflorescences qui vont être le futur grappe, qui sont déjà dans les grappes. Et aussi, bien sûr, vous avez votre feuille qui sont en face de votre ébauche d'inflorescence. Donc ici, ça c'est juste pour illustrer parce que maintenant on a des moyennes assez spectaculaires de faire l'image de ces bourgeons-là. Donc ici, c'est votre bourgeon à la fin de l'été, en fait, pour l'année prochaine. Et là, on voit déjà les méristèmes apicales qui donnent à des ébauches foliaires, qui est un ici, et après qui donnent à des inflorescences. Ici, on devine une inflorescence en stade 2, une autre qui après deviennent plus grandes. Et ici, vous avez des inflorescences qui vont donner des fraises inflorescences l'année prochaine et des fruits qui se présentent comme ça. Donc, assez marrant ces photos. OK, donc maintenant, l'initiation florale. Qu'est-ce qui va déterminer ces inflorescences? Donc, ici, votre bourgeon. Et dans le bourgeon, vous avez le méristème apical qui va faire des ébauches non différenciées, donc qui ne savent pas encore ce qu'ils vont devenir.
Et ces ébauches, ils peuvent prendre 3 voies. Soit dans des rares cas, ils peuvent devenir des ébauches de sarments pour devenir des sarments après. Soit ils deviennent des ébauches de vrille qui deviennent de vrille après. Soit ils deviennent des ébauches d'inflorescence qui donnent des inflorescences qui donnent après des grappes. Et donc, c'est notamment entre inflorescence et vrille où ça se joue. Donc, si on reprend ce schéma, donc ébauche non différenciée, rameau, inflorescence, vrille, donc c'est notamment, on a pu montrer que c'est entre vrille et inflorescence, que ce sont des organes homologues qui peuvent se transformer l'un dans l'autre et ça dépend beaucoup les conditions climatiques et les facteurs abiotiques qui se passent l'année dans la formation. Donc ici, on a l'année -1, donc l'année de différenciation de bourgeons, et on a tout un tas de facteurs abiotiques et biotiques qui impactent cet équilibre, cette formation des différents organes dans le bourgeon. On a notamment longueur du jour et la luminosité qui impactent directement, qui favorisent la production des inflorescences, mais qui également elle-même impacte la température, et la température élevée, elle impacte aussi positivement l'initiation florale, mais notamment elle joue sur la photosynthèse. Donc plus il fait chaud, plus votre plante photosynthétise jusqu'à une certaine limite. Une température basse, évidemment, ça impacte négativement la photosynthèse. Les excès d'eau et d'azote favorisent la photosynthèse et favorisent aussi directement la initiation florale dans le bourgeon. Un déficit, n'importe quelle carence inhibe la photosynthèse et aussi l'induction florale, l'inflorescence. Ensuite, vous avez des hormones, donc comme juste pour citer cytokinine, gibberelline, auxine, acide abscisique, qui sont des relations souvent antagonistes et qui jouent aussi sur l'initiation florale, l'inflorescence, mais c'est des relations assez compliquées qui ne sont pas encore très, très bien comprises. Donc ici, dans ce schéma-là qui paraît un peu compliqué, c'est principalement la photosynthèse qui impacte les réserves, donc le statut glucidique de la plante, et c'est les réserves-là, ou les sucres, les carbones, qui après impactent vos initiations d'inflorescence. Donc rapidement, je parle des réserves. Les réserves, qu'est-ce que je veux dire si je parle de réserves? C'est les amidons. Donc ici, on va un sarment jeune, un sarment mûr ou vieux. Donc en fait, c'est cette chose-là, l'amidon, qui est stocké dans le bois. Et maintenant, comment ça se passe dans le développement de la vigne, la mise en réserve? Donc ici, vous voyez le développement de la vigne. Donc en vert, vous avez le développement végétatif et le développement du fruit. Donc vous avez le débourrement et la récolte. Ici, à partir du débourrement, vos rameaux commencent à croître. Et à un moment donné, vous avez la floraison. Et les rameaux, donc le développement végétatif continue. Et ici, à partir de la floraison, vous avez votre baie, la nouaison, qui commence à croître jusqu'au plateau herbacé où elle s'arrête à un moment. Et après, vous avez la véraison où elle commence à accumuler des sucres, des anthocyanes, respirer l'acide malique, etc. Et après, elle reprend la croissance en poids aussi. Donc, vous avez ces 4 points. Et maintenant, si on regarde les réserves, qu'est-ce qui se passe au niveau de réserve? Vous avez ce schéma classique. Donc, en bleu, vous avez les réserves dans le bois, dans la vigne, de votre vigne. Et vous avez la photosynthèse du niveau plante entière. Et au début de la saison, les feuilles sont encore très petites et ne sont pas très efficaces. Donc, ils ne produisent pas assez de sucre pour alimenter la croissance. Donc, vous avez jusqu'à la floraison, vous avez seulement les réserves qui permettent une croissance de votre vigne. Et c'est seulement après ça que la photosynthèse de toute votre feuille devienne, on va dire, exporteur de sucre et qui permettent la croissance autonome sans réserve.
Et c'est à peu près à la veraison où votre feuillage est tellement efficace que la vigne peut commencer à mettre des réserves. Et c'est plutôt tout à la fin où elle met beaucoup de sucre dans les réserves. Et ces réserves-là, ils sont importants pour l'année suivante, pour tout ce qui est initiation florale dans le bourgeon. Donc là, on peut se demander qu'est-ce qui se passe si ici, on a un problème, on perd des feuilles, on perd du surface foliaire. Comment ça va impacter l'année suivante notre rendement? Il y a un autre facteur qui impacte qui joue sur la fertilité. Donc, c'est le facteur génotypique. Donc là, vous avez votre rang des yeux, le rang de bourgeon. Ici, la fertilité. Donc, ça, c'est toujours en inflorescence par rameau. Et vous avez classiquement la fertilité. Donc, ici, vous êtes en bas de votre rameau et vous montez. Et classiquement, vous avez la fertilité des yeux qui monte jusqu'à un moment donné et après qui rebaisse. Donc, le milieu de sarment, c'est toujours le plus fertile. Mais vous avez un effet cépage qui n'est pas négligeable. Donc, vous avez des cépages qui sont plus ou moins fertiles en fonction du niveau de votre bourgeon. Donc, on revient au facteur abiotique qui contrôle la fertilité. Et là, pour dire vrai, l'impact du gel sur la fertilité du bourgeon, on n'a pas beaucoup d'études, voire presque pas d'études du tout, puisque c'est très difficile d'avoir des conditions homogènes et qu'on ne peut pas vraiment prévoir du gel. Donc, il y a des vieuses études, mais là, c'est de la grêle. Donc, ici, vous voyez 1952, une vignoble. Donc là, c'est encore une fois la fertilité et le rang des yeux. Donc là, vous avez une vignoble grêlée et non grêlée. Et ici, vous voyez donc la fertilité et vous voyez dans une vigne non grêlée, dans les deux cas, jusqu'au bourgeon 4, la fertilité était pareille dans les deux cas. Et là, au moment de la grêle, les bourgeons qui étaient initiés après cet impact du gel, à cette hauteur-là, dans la vigne gelée, on baisse de la fertilité dans le bourgeon. Donc, ça veut dire que ce stress qui était ici, il a impacté l'initiation d'inflorescence pendant 5 rangs. Donc, on pense qu'un impact pendant la phase de végétation a un effet sur votre fertilité de bourgeon. Donc, comme j'avais dit, on n'a pas tellement beaucoup d'informations sur l'effet parce que c'est très difficile de prévoir de la gel déjà. Et heureusement, on n'a pas très souvent et toutes les années. Et le problème, c'est souvent très hétérogène. Donc, on a rarement des parcelles plats qui sont systématiquement gelés pour faire des essais. Donc, il n'y a pas beaucoup de données. Nous, on avait, avec des étudiants, on avait une vigne en Catalogne, en fait, en Espagne, qui a gelé sur une surface de presque 1 hectare, comme vous voyez ici, sur du Carignan. Mais ce n'était pas 100% gelé. Vous voyez, vous avez toujours des boues vertes qui restaient. Donc, on se dit, OK, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un petit essai, on va voir ce qui se passe. Donc, on a appliqué plusieurs tailles. Donc, une taille, on a enlevé toutes les rameaux vertes. On a fait une taille que j'appelle P1. On a laissé le sarment de l'année pour favoriser le débourrement de latéraux. Donc là, c'est principalement les bourgeons latents, les bourgeons secondaires de l'année dernière qui ont débourré. Ici, les bourgeons de l'année. Et là, on a fait une deuxième qui était similaire au traitement 1, où on a laissé les 2 premiers rameaux de l'année en cours. Et après, on a fait les mesures de poids de taille, rendement, sucre acide et longueur de rameaux. Donc là, je présente quelques résultats préliminaires. Donc, bien sûr, donc là, vous avez les 3 traitements. Donc, on voit que la quantité de rameaux par cep, bien sûr, le P2 a donné beaucoup plus de cep parce qu'il y a beaucoup plus de sarments, de rameaux. Si on regarde la longueur moyenne, donc du coup, c'était le P0 qui a eu le moindre
de rameaux où le rameau était le plus long, parce que la vigne a seulement une certaine énergie pour donner au rameau, et les deux autres étaient similaires. Après, si on regarde les grappes par cep des vignes, on voit que dans le P2, on a quand même presque le double quantité de grappes qu'en P1, en P0. Et il faut savoir ça, le P0, c'est des grappes, des inflorescences qui ont été initiées dans le bourgeon secondaire l'année dernière, alors que celles-là, c'était principalement des inflorescences dans les latéraux, donc qui n'étaient pas pré-initiées. Donc ces grappes-là, c'était des petits grappillons. Et donc ici, on voit le poids de B. Donc on voit que le poids de B moyenne, c'est beaucoup plus grand dans le P0 puisqu'il s'était initié l'année d'avant. Si maintenant on regarde le rendement, on voit que le rendement dans le premier cas est beaucoup plus élevé alors qu'il y avait beaucoup plus de grappes en P2, mais c'était des petits grappes. Et si on regarde le alcool potentiel, donc le sucre, on voit que le P2, et le P0, on est légèrement plus élevé. Donc, il y a plus de sucre dans ce cas-là. Donc, ça, c'est une petite étude préliminaire. Maintenant, il faut voir qu'est-ce que ça donne l'année prochaine. Donc, est-ce qu'on a un impact sur l'initiation florale? Donc, on va recompter l'année prochaine et voir ce qui se passe. Donc, maintenant, un petit outlook, qu'est-ce qui fait la recherche par rapport à ça? Parce qu'on aimerait bien savoir un peu plus sur l'effet physiologique du gel. Mais là, pour juste vous donner une idée, ce qu'on a à disposition, comme j'avais dit, on n'a pas forcément, c'est très difficile de faire des études de carré, mais on a maintenant du matériel, comme par exemple la microvigne, donc des plantes modèles qui paraissent un peu bizarres. C'est pas un OGM, c'est pas un organisme génétiquement modifié, c'est une mutation qui a été découverte, donc qui fait comme une tomate, en fait, des grappes tout au long de l'axe, et qui est nanifié, donc très pratique pour travailler dans les chambres climatiques. Donc, cette matériel, on peut bien les exposer, mettre aux chambres climatiques pour faire des essais carrés. Donc, on espère qu'on arrive avec ça d'avoir plus d'informations sur l'impact du gel sur la physiologie. Merci pour votre attention.